Bienvenue sur le podcast traditionnel, le podcast qui tente d'aider les couples à placer le curseur entre vie familiale, vie de couple, équilibre financier et professionnel, mais surtout à rester alignés avec leurs valeurs. L'objectif assumé de ce podcast est de remettre en lumière et au goût du jour le modèle familial traditionnel, accusé d'être à l'origine de tous les maux, alors qu'il devrait nous évoquer avant toute chose l'amour inconditionnel, l'entraide et le partage. Nous avons tous besoin d'une famille. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui comme hier, lorsqu'elle manque ou qu'elle est dysfonctionnelle, pour utiliser un terme à la mode, c'est toujours la blessure mère de toutes les autres. Ces femmes et ces hommes que vous allez entendre au fil de ces épisodes ont choisi de placer la famille au cœur de leur vie comme un ancrage immuable autour duquel s'articule tout le reste. Là où on nous enjoint à ne capitaliser que sur nous-mêmes, à constamment assurer nos arrières, y compris contre notre conjoint, parfois même aux dépens de nos enfants. Le but n'est pas de culpabiliser qui que ce soit, que vous travaillez ou que vous soyez au foyer, que vous soyez en couple ou célibataire, parents ou non, tout le monde peut se retrouver dans les histoires que vous allez entendre ou nourrir ses propres réflexions. Je m'appelle Alicia, je suis une épouse et une mère comblée et je vous souhaite la bienvenue sur Traditionnel. Bonjour Cécile. Bonjour Alicia. Cécile, tu es mariée, tu es mère de 5 petites filles, tu es femme au foyer et avant ça tu étais institutrice. Si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que tu es une personne très organisée. Ton mari souligne d'ailleurs souvent le fait que à la maison, c'est toi qui gères tout d'une main de maître. Est-ce que tu dirais, toi, que tu es organisée ? Oui, plutôt. Rappelle-nous l'âge de tes filles. L'aînée a 10 ans et la dernière 3 ans. Ok. Tu peux nous rappeler juste les âges 10 ans et demi même. Zélie, elle a 9 ans. Elisabeth, elle va avoir 8 ans, fin octobre. Faustine, elle a 6 ans. Et Félicité, 3 ans et demi. Avant de parler de ton organisation familiale, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé à arrêter ton travail d'institutrice ? C'était il y a combien de temps et quelle relation tu entretenais avec ce métier ? Donc c'était il y a à peu près 10 ans, parce que quand Louise est née, j'ai pris un congé de 6 mois. Elle est née en mois de janvier, mon congé de 6 mois m'a mené juin, juillet, donc après il y avait les vacances d'été, et j'étais censée reprendre en septembre. On avait une place en crèche, à ce moment-là on habitait à Montrouge, en région parisienne, mais on avait quand même l'idée de quitter la région parisienne, et François a eu une mutation au sein de sa boîte qui l'a amené à Lyon, donc on a déménagé dans l'été, et donc arrivé à Lyon, je pouvais pas retrouver de poste aussi rapidement, donc j'ai gardé Louise avec moi, et j'ai fait ma demande de mutation pour l'année suivante, parce que dans l'enseignement ça marche par année en fait, on peut reprendre qu'au mois de septembre. Donc j'avais mon poste, je pense, pour l'année suivante, sauf que à ce moment-là j'étais enceinte de Zélie, et donc voilà. Et puis après les grossesses se sont un peu enchaînées, donc j'ai pas tellement eu le temps de me poser la question de reprendre. Okay. C'est un métier que tu as exercé combien de temps avant de tomber enceinte de Louise ? Enfin, ou en 3-4 ans, parce que j'ai fait aussi une année de césure. J'ai commencé dans une classe de CP-CE1, dans une école, et après je suis partie en Palestine dans le cadre d'une coopération. Et quand je suis revenue, j'ai enseigné 2 ans, 3 ans je pense, 3 ans, voilà, en étant un peu entrecoupée parce que j'ai eu un début de grossesse compliqué, donc j'étais en arrêt maladie pendant 4 mois je pense. Voilà. Ok. C'est un métier que tu aimais ? Oui, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup le niveau aussi. Du coup, les 3 dernières années, là, j'étais en CP et j'aimais beaucoup ce niveau-là. Ouais, c'est une année charnière quand même, le CP. Ouais, vous voyez la progression des élèves. Non, c'était vraiment très chouette. Dans une école très sympa. Ouais, ça me plaisait bien. Ok. Oui, c'était pas forcément prévu d'arrêter. Non, au départ, je pensais continuer avec 1 ou 2 enfants. Je me disais que c'était tout à fait compatible. Voilà. Après, c'est la vie qui a fait que. Ok. Est-ce que toi, tu dirais que tu avais quand même dans le fond de ta tête de t'arrêter un moment, d'être femme au foyer, ou est-ce que c'était une envie de longue date d'être femme au foyer ? Non, pas spécialement. Non, j'aimais vraiment bien mon métier, et en fait, je me rendais pas trop compte de ce que c'était que d'avoir des enfants. Donc, quand j'étais jeune, je me disais que je voulais travailler et puis avoir mes enfants. Mais voilà, c'est une fois qu'on a nos enfants dans les bras que notre vision peut changer aussi. Ouais, qu'on se rend compte aussi parfois qu'on a peut-être moins envie aussi de s'impliquer dans l'école. Est-ce que toi, ta mère était femme au foyer ? Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspirait, toi, ça, enfant, jeune femme je me rendais compte qu'on était très gâtés.
pour moi c'était hyper important que maman soit à la maison quand on rentrait, même au collège, lycée encore. Voilà, quand on rentrait à 17h ou même pour le déjeuner, moi j'avais la chance d'aller au collège juste à côté, donc je pouvais rentrer déjeuner à la maison, maman était toujours là, voilà, puis quand elle était pas dispo ou au téléphone, ça m'agaçait un peu, quoi. Ouais. Donc vraiment, elle nous a... Un pilier au foyer. Ouais, et puis, un peu... on a été très gâtés, quoi, parce que vraiment, elle était disponible pour nous et... Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent on pense rester au foyer pour des petits et en fait c'est vrai que quand ils sont au collège, quand ils sont au lycée, que c'est aussi là qu'ils ont besoin d'avoir aussi leur maman. Alors ça peut être tout le temps au foyer ou ça peut être en tout cas dans des moments voilà quand ils sont pas cours les mercredis voilà. Mais c'est vrai qu'on parle souvent de l'importance d'être là pour des enfants en bas âge et moins pour des ados, alors que c'est quand même une période charnière où... Oui, complètement. Les besoins, en fait, sont complètement différents. Avec ma grande qui est rentrée au collège, je crois que c'est hyper important pour elle que je sois là, que je l'écoute, que je sois disponible pour elle quand elle rentre. Donc, je regrette pas du tout ce choix. Même si le fait qu'ils grandissent, ça nous libère quand même un peu plus de temps. En fait, voilà, je me rends compte que c'est très important d'être présent pour eux, pour les grands. Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus gratifiant? On a déjà un petit peu parlé, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses par rapport à ce choix de vie? Vraiment, tu te dis, c'était pas compatible avec une vie professionnelle. Ouais, c'est ça, c'est d'être disponible pour elles et de les voir heureuses de me retrouver et avoir besoin que je sois là, disponible pour elles. Et je me dis que si je travaillais, ce serait pas possible, quoi. Tu vois, dès que là j'ai une petite préoccupation parce que voilà, j'ai des engagements notamment dans le scoutisme et donc ça peut me prendre un peu de temps. Si je suis sur le portable en train de régler une inscription, etc. ou et ça les énerve, voilà, et je vois que en fait je peux pas, j'ai du mal à gérer les deux, à la fois disponible pour mes filles et à la fois disponible pour mes autres engagements. Donc voilà, là il faut vraiment que je gère bien mon temps pour pouvoir faire ça quand elles sont pas là. Cette année, ça va peut-être être plus possible parce que c'est la première année en fait depuis 10 ans que tous tes enfants sont à l'école. Voilà, c'est ça. Et donc 3 heures à peu près le matin de libre, et après-midi 2h30, donc voilà, je les récupère quand même le midi. Ouais. Mais oui. Ça te permettra aussi de caler des choses que tu peux moins faire quand t'as des enfants. Ouais. Est-ce que tu as eu l'impression de faire un sacrifice à un moment sur ta vie professionnelle ou sur non, pas sur ma vie professionnelle. Sur tes activités à toi peut-être? Oui, voilà, c'est un sacrifice dans le sens où j'ai moins de temps pour moi. Donc c'est vrai que j'aime bien aller courir, me défouler, prendre l'air un peu tranquillement toute seule, et ça c'était pas toujours possible. Là ça va l'être un peu davantage. Voilà, c'était là où ça pouvait être un peu compliqué, surtout que François dans de longues années il était pas tellement dispo. Donc c'était voilà le côté c'était un petit peu difficile à être plus temps pour toi. Ouais, le temps pour moi. Mais au niveau professionnel, non, c'est très bien que ce travail, je pourrais le reprendre quand j'en aurai envie. Le fait de m'être arrêté, ça va pas jouer sur ma carrière professionnelle ni rien. Donc, c'était plutôt pour le temps pour toi. Et finalement, c'est un peu aussi le lot de toutes les mamans qu'on travaille ou qu'on travaille pas. C'est vrai qu'on voit plus le côté d'avoir moins de temps pour soi, d'avoir moins de temps pour soi quand on est au foyer. Peut-être que c'est le cas. Qu'est-ce que tu dirais toi par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est quelque part la maman qui travaille là, par exemple, déjeuner tranquille. Ouais. Elle a ses pauses café quand elle veut avec ses collègues. J'ai l'impression, après ça dépend aussi des travails, mais je pense que elle est plus libre de gérer son temps comme elle veut. Oui. Non, mais t'as raison parce que c'est vrai que moi, je travaille je travaille 4 jours par semaine. Donc mes enfants sont gardés ou à l'école 4 jours par semaine, et c'est vrai que là tu vois j'ai décidé par exemple de faire 6000 pas par jour. T'arrives toujours à caler un créneau pour aller marcher. C'est vrai que quand t'as des petits, il y en a toujours un qui mouche, il y en a toujours un où c'est pas le moment, où c'est la sieste, c'est vrai que t'es plus dans le rythme de l'enfant. Ouais. En fait, quand la femme travaille, elle a un moyen de garde. Donc son moyen de garde, après elle peut mettre la plage horaire qu'elle veut, ça change pas énormément. Oui, t'as raison. Voilà, après c'est vrai que nous, mes beaux-parents et mes parents sont un peu loin, donc voilà, les moyens de garde étaient limités. Donc, si j'étais un peu seule,
Oui, donc c'était quand même assez prenant quand il y avait plusieurs enfants en bas âge, finalement. Quand on pense famille nombreuse, on pense gestion du linge, des repas, du ménage, dans des maisons qui sont souvent plus grandes, mais aussi les allers-retours à l'école pour les activités extrascolaires. Donc toi, je l'ai dit au début, t'es quelqu'un quand même d'assez organisé. Est-ce que tu as mis en place des routines spécifiques ou certains moments de la journée qui sont organisés de façon particulière, donc les couchers, le ménage, ça peut être la gestion des repas. Et est-ce que tu penses que c'est important de ritualiser le quotidien quand on a une grande famille? Par exemple, le matin, je sais que le matin, je vais m'occuper plus de la maison. Donc, je vais lancer une machine, je vais passer un petit coup dans la cuisine, ranger le petit déjeuner, etc. Et passer un petit coup d'aspirateur aussi. C'est pas le grand ménage, mais c'est un petit ménage quotidien pour que ce soit à peu près gérable, quoi. Pour que je supporte. Après, on a tous des seuils de tolérance. Ouais, c'est clair. Et le matin, je vais aussi souvent préparer mes repas pour la journée, pour midi et le soir. Tu prépares midi et soir, et comme ça, quand tu vas chercher tes filles après le soir, t'es plus embêté avec les repas. Ouais, tout à fait. Ou alors, je fais au moins tous les épluchages le matin. Enfin, tous les épluchages ensemble pour les 2 repas. Et puis le soir, c'est aussi un petit peu ritualisé. Oui, moi ça me semble plus simple. Et pour les enfants aussi, je pense que c'est bon pour eux qu'ils aient des repères. Donc c'est vrai qu'après le repas, en général, on fait la prière en famille et elles montent se coucher. Ok. Et avant le dîner, il y a les bains, les pyjamas. Parce que vous faites manger les enfants avant, c'est ce qu'on se disait là. C'est ça. Et du coup, après, en général, quand elles sont couchées, après elles éteignent à des heures différentes selon leur âge. Elles peuvent lire donc jusqu'à ce qu'elles éteignent leur lumière. Et nous, en attendant, on prend notre dîner tranquillement. Quand elles dorment. Quand elles sont couchées. Ouais. Elles dorment pas forcément, mais elles sont couchées, elles ont un livre. Ouais, donc c'est vrai que pour se garder des moments à deux, parce que là, on a moins parlé de la vie de couple quand on a une famille nombreuse, mais c'est vrai que c'est aussi une préoccupation, le fait de pouvoir garder du temps à deux et sans enfants et sans gérer des crises, Ouais, exactement. Surtout pour François qui rentrait fatigué du travail, il se sentait pas de dîner avec les enfants, et puis il rentrait un peu tard, donc voilà, ça se goupillait bien comme ça. Je faisais dîner avant. Et voilà. Après, pour le déjeuner, maintenant que François fait aussi un peu de télétravail, on déjeune ensemble. Pour les déjeuners, c'est un peu différent. On déjeune avec nos filles. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a ça aussi depuis 2020 qui a peut-être un petit peu aussi changé la donne. C'est qu'avant, c'était le télétravail, c'était quand même assez confidentiel dans les entreprises. Enfin, c'était pas très développé. Oui. Et dans son travail, encore moins dans les travaux publics, il n'y avait pas de télétravail possible. Donc, on rentre dans le côté pratico-pratique pour les âmes en peine, telles que moi. Est-ce que tu utilises des outils spécifiques pour organiser ton quotidien? On parlait tout à l'heure là on parlait un peu avant d'enregistrer des applications. Moi, j'en ai essayé une dont j'ai perdu le nom, qui gérait un peu les repas avec. On pouvait faire tous ces repas, donc la tarte à la courge par exemple, et ensuite ça pouvait nous générer une liste d'ingrédients interfacée avec l'appli Drive. Ça m'a pas trop, voilà, je l'ai fait un temps et puis ça n'allait pas. Mais il y a ce genre d'application, maintenant il y a des applications pour tout, hein, pour le ménage, des choses comme ça. Est-ce que tu tiens un agenda papier? Est-ce que tu as des outils toi pour t'organiser? Je pense que je suis très à l'ancienne. J'ai un agenda papier déjà pour tout ce qui est rendez-vous. Que tu tiens au cordeau un peu? Oui, exactement. Pas comme moi, tu notes pas un rendez-vous sur 4 non, et après t'es là. Ça va à peu près. J'arrive à noter. Après, pour les applications, non, j'ai pas essayé tout ça. Je fais que le Drive. Voilà, je vais faire mes cours. Soit au marché, soit pour les fruits et légumes, mais pour tout ce qui est autres produits, je le fais sur le Drive. Mais je vais pas aller voir d'autres applications. Ouais, toi, tu fais des drives. C'est déjà une méthode d'organisation. Ouais. Un gain de temps. Après, maintenant, j'essaye de vraiment me fixer à un moment où je me dis, bon, allez, là, je fais mon drive, et puis après, on n'en parle plus, parce que c'est vrai qu'il y a une période où tu rentres sur ton drive, tu mets ce qui te manque, et puis après, tu reviens dessus, tu remets, et donc, du coup, j'ai tendance à me disperser un peu, et voilà, là, je me pose une demi-heure, je fais mon drive, je valide, et puis on n'en parle plus. Voilà. Sinon, j'utilise quoi d'autre? Voilà, j'ai pas de jour spécifique pour le ménage. Comme je te dis, je fais un petit peu au quotidien.
Ouais. Est-ce qu'il y a un jour où tu fais ton grand ménage? T'as instauré un jour ou non? En fait, tu suis... C'est comme selon si j'ai du temps et puis si je supporte plus la saleté dans la maison. Ouais, c'est un peu pareil. Mais voilà, je pense que je suis pas très exigeante pour le ménage. Ok. La maison est pas super nickel propre. Bah, elle vit. Elle voilà, vit comme, ça aussi, comme nous. Hein, j'ai dû aussi relâcher un peu là-dessus, je pense. Je pense qu'on a dû tous relâcher. Quand on a eu des enfants, il y a un moment, c'est en fait si tu t'accroches comme une moule à son rocher à ton ménage, soit tu peux plus faire le reste, voilà, soit tu pètes les plombs. C'est clair. On robotise de plus en plus les maisons. Moi, tu sais, mon rêve, c'est d'avoir le robot aspirateur là qui se passe tout seul. Les robots de cuisine, les robots connectés. Je t'en parlais tout à l'heure, mais il y a des gens, par exemple, connectent les Thermomix, tu sais, tu peux programmer tes repas. Et voilà, il y a aussi les IA dans les maisons avec Alexa. Alors ça, si t'es pas une parano comme moi, c'est possible. Sinon, c'est pas possible. Est-ce que toi, il y a des choses dont tu te sers dans ton quotidien, côté robotisation? Est-ce que t'as automatisé des choses? Parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes à automatiser. Ouais. Genre le sol. Le sol, c'est la tannée. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'y ai pensé aussi, ce robot, le disque là qui est pensé. J'ai toujours pas fait le pas. J'ai pas d'autres robots. Ouais, j'ai un espèce de Thermomix premier prix, donc il est pas fou. Ouais. Mais ça me permet de faire des soupes et d'être tranquille. Effectivement, c'est le gaz et que je suis obligé de surveiller. C'est le seul robot que j'utilise. Même mon four, je peux pas le programmer. Donc non, je me mets des minuteurs pour le coup. Sinon, je laisse brûler. Je te rassure, moi j'ai un Thermomix aussi et j'ai jamais programmé, jamais pris le temps. Mais c'est vrai que par contre, t'as des nanas qui sont hyper, franchement, elles sont au cordeau sur le Thermomix, elles savent que elles vont manger telle chose. Je me rappelle d'une fille que j'avais rencontrée en formation, elle avait appelé son mari parce qu'il y avait telle et telle recette qui était programmée et en fait, il avait juste à mettre les choses et puis voilà, le Thermomix, il allait lui dire quoi faire et elle rentrait, c'était prêt. Ça m'avait impressionné mais j'ai pas réussi à reproduire l'exploit. Parlons de ton activité de taxi, parce que avec ça, j'imagine que ça doit générer quand même des allers-retours. Comment tu gères les activités extrascolaires, les rendez-vous, les obligations familiales, tout ce qui te nécessite un peu de sortir du foyer par rapport à peut-être les siestes de l'une, nécessité d'aller pour l'autre. Alors les siestes, tant pis, je faisais une croix. Quand le rendez-vous, je pouvais pas le mettre à un autre moment, tant pis. Après, tous ces rendez-vous, ça me permettait aussi de passer un petit temps privilégié avec l'une ou l'autre. Pour les rendez-vous d'ophtalmo, donc voilà, elle savait que tel jour, on allait aller chez l'ophtalmo ensemble. Et une petite sortie avec maman. Ouais. Bah ouais. Voilà, ensemble de rendez-vous en moment privilégié. Mais du coup, tu fais comment? T'emmènes tout le monde, par exemple? Non, je me débrouillais pour prendre les rendez-vous sur les périodes d'école. Ok. Faire céder l'école à l'une ou l'autre. Oui, ça me permettait de le faire très facilement. Et puis pour tout ce qui est taxi, des activités extrascolaires, alors effectivement, j'ai essayé au maximum de regrouper les activités, mais c'est pas toujours possible. On s'arrange aussi pas mal avec d'autres familles, des Parce voisins. que toi, tes filles, elles font les deux premières, elles font du sport, c'est ça? Elles font de l'équitation. Les quatre aînées font de la musique et un sport. Ouais. C'est vrai que ça fait mon idole. De trajets. Il y a beaucoup de trajets, mais voilà, j'ai essayé de regrouper. Donc, je sais qu'à l'école de musique, j'y passe du temps le mardi soir et le mercredi matin, et je dois y retourner le mercredi après-midi. Okay. Et au milieu de tout ça, je dois les amener à la gym. Quasiment tous les soirs de la semaine, je fais un trajet vers la gym. Mais un seul des deux trajets. On fait le retour en général. Ok. Voilà. Oui, c'est aussi important de savoir un petit peu s'entourer. Oui. Surtout quand t'as pas forcément la famille à proximité, quoi. Ouais. Et la grande fait de l'équitation, et pareil, on fait un trajet sur deux. Ok. Bien que l'organisation soit essentielle, la vie avec 5 enfants, ça doit être quand même plein de surprises. Est-ce que tu trouves l'équilibre entre ton organisation et la flexibilité qui est nécessaire pour pas se sentir submergé? Parce que parfois, il y a quelque chose qui vient gripper ton organisation. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que c'est important, je trouve, et c'est ce que j'essaye de faire, de vraiment tout boucler avant que les filles rentrent à la maison, pour que quand elles soient là, vraiment, je sois disponible pour elles. Ouais, il y a rien de trop prévu. Voilà, il y a rien de trop prévu. Si je commence à prendre mon portable ou à me mettre sur l'ordinateur pour avancer certaines choses, et c'est là que ça commence un peu à être tendu, on s'énerve, elle s'énerve parce que je suis pas disponible, je m'énerve parce qu'elle vient me déranger, etc. Et c'est là que ça peut exploser. Donc c'est des situations à éviter, ça. Donc quand elles sont à la maison, il faut que je sois bien présente pour elles, quoi. Ok.
Donc on en parlait tout à l'heure, cette année, donc tes 5 filles sont à l'école. Comment toi tu abordes cette nouvelle étape? Est-ce que le fait que ça te laisse une fenêtre de temps un peu plus importante pour tes projets perso, est-ce que c'est quelque chose qui te réjouit? Est-ce que ça t'a angoissé un petit peu de plus avoir d'enfants à la maison et de te dire j'ai du temps? Est-ce que à un moment tu t'es dit il faut absolument que je reprenne une activité professionnelle. Comment t'as abordé, toi, parce que c'est une étape quand même. Oui, tout à fait. L'année dernière, du coup, je m'étais préparée à plutôt reprendre un travail à mi-temps. Ouais. Reprendre un poste dans ce site, donc à mi-temps. Sauf que l'école dans laquelle je voulais travailler, il n'y avait pas de poste. Donc, je me suis pas tellement pris de la tête. J'ai dit que j'annulais ma demande. Et je reverrai ça en septembre prochain. Parce que, en fait, j'aborde cette année assez sereinement. Pour l'instant, j'ai pas de stress particulier à ne pas avoir d'activité. C'est vrai que les récupérer quand même tous les midis, ça occupe. C'est mon engagement dans le scoutisme qui me prend aussi du temps. Et après, voilà, j'aimerais bien aussi pouvoir avancer un peu dans des peintures dans la maison, des travaux, faire les chambres, voilà, le papier peint. Donc pour l'instant, et puis j'aime bien faire de la couture aussi sur mon temps libre, donc voilà, ça m'angoisse pas plus que ça d'avoir un peu de temps disponible. Ouais, non, mais ça c'est super parce que c'est vrai que en fait, on trouve à s'occuper. Je pense que ça fera l'objet d'un épisode spécial, mais en fait, quand t'es au foyer, t'es pas forcément cantonné au foyer. Tu le disais, toi, t'as des activités bénévoles, en fait, avec le scoutisme, avec. Tu peux t'investir. C'est vrai que quand t'as pas d'activité professionnelle salariée et quand t'as pas cette charge quand même, tu peux t'investir aussi gratuitement pour les autres. Ouais, c'est ça. Voilà. Pas toujours très bien vu de dire ça parce que on imagine tout de suite que oui, mais gratuitement, pourquoi le temps gratuit des femmes, pourquoi le temps serait donné gratuitement pour les femmes? Mais en fait, je pense que il y a quelque chose qui libère aussi quand tu peux donner ce temps, ça te fait du bien parce que parfois, à l'inverse, quand tu peux pas le donner, que t'es salarié et qu'en fait tu te dis ah bah non en fait j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je rentre, il faut que je m'occupe de mes enfants et j'ai pas spécialement envie en fait. Bah t'en ressens quand même un peu une culpabilité des fois de te dire en fait ouais, je m'investis pas dans mon club de sport, ça peut être dans ma paroisse, voilà, je m'investis pas parce que voilà, j'ai pas le temps. Ouais, pas le temps et pas l'envie. Ouais. Voilà. On va parler un petit peu de ta foi, si ça te dérange pas. Puisque vous êtes des catholiques pratiquants. Est-ce que tu dirais que la foi catholique a joué un rôle important dans tes choix de vie, orientés plus vers la famille, au-delà de tes schémas familiaux? Tu disais tout à l'heure que ta maman était femme au foyer. Est-ce que tu penses que le fait d'être au foyer, par exemple, ça te permet aussi mieux de faire passer des temps de prière, d'avoir le temps de prendre des temps de prière avec tes enfants, de faire passer peut-être des valeurs ou de parler de certaines choses ou c'est bête mais de mettre certaines musiques, de créer aussi une ambiance qui est propice à la foi. Effectivement, ça va aussi avec le temps que j'ai avec mes filles. C'est donc comme effectivement j'ai du temps, je leur fais le catéchisme moi-même. Ça j'aime beaucoup. Ouais. C'est un choix pratique du fait de pas avoir besoin de les emmener et de les ramener. C'est un peu les deux puisque c'est vrai que les emmener au catéchisme, le catéchisme dans les paroisses, les enfants qu'on y retrouve n'ont pas forcément à la messe le dimanche. Donc, de connaissance de la Bible n'est pas le même. Je pense que les filles apprennent peut-être plus en cours personnalisé avec moi, quoi. Ouais. Mais, bon, et voilà, et effectivement, ça m'évite des trajets en plus. Donc, tant qu'elles sont petites, j'aime beaucoup leur faire, donc, moi-même, donc je le fais. Après, est-ce que la foi m'a orientée dans cette vie de femme au foyer? Je pense pas. Je pense qu'on peut être très bonne chrétienne et vouloir vivre sa foi à fond tout en étant au travail et en ayant une famille et des enfants, etc. Donc toi, c'était plutôt un côté pratique, fortuit presque. C'est plus que vous avez eu des enfants rapprochés, ça s'est présenté comme ça. Pour être au foyer. Pour être au foyer. Oui, ouais. oui. Et puis même sans avoir forcément des enfants rapprochés, pour moi c'est aussi, on va dire, du bon sens. Enfin, c'est vrai que d'aller confier mes enfants à une crèche, je le faisais le mercredi, je l'ai fait quand j'avais que les 3 grandes, qui étaient encore toutes petites, mais je les mettais à la crèche le mercredi pour me laisser une journée tranquille. Je dis c'est du bon sens dans le sens où j'ai des enfants, je voulais pas les confier tous les jours à quelqu'un d'autre, je voulais aussi m'en occuper. Ok, ouais, puis comme tu dis, il y a aussi cette possibilité-là dont on n'a pas parlé, mais le fait de pouvoir aussi s'aménager un temps, si financièrement on peut se le permettre, pour faire garder les enfants une journée. Quand elles étaient toutes petites, et encore l'année dernière avec juste Félicité, j'avais gardé une demi-journée.
c'était juste un temps pour que j'aille courir, mais déjà ça me faisait du bien. Et voilà, et quand elles étaient toutes petites, c'est vrai que j'ai beaucoup de jeunes filles au père, de babysitter, voilà, pour garder aussi cet équilibre qui me permettait d'être bien avec mes enfants sans être trop énervé tout le temps, quoi. Mais pour en revenir à la foi, voilà, je saurais pas te dire c'est la foi qui m'a orienté dans ce choix, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la foi m'aide à vivre ma vie de famille au quotidien. C'est vrai que j'essaie de prendre un quart d'heure tous les jours pour prier, et je sens que c'est vital en fait. On en a besoin pour se ressourcer, pour pouvoir avancer, pour demander la patience, la paix, des moments importants, et dans notre vie de famille aussi, avec la prière du soir. Je pense que mes filles, ça a aussi fait beaucoup progresser, enfin ça les fait progresser dans notamment la demande de pardon. Voilà, le soir à la prière, on prend un temps spécialement pour se demander pardon pour ce qu'on a fait dans la journée, ce qu'on s'est fait dans la journée mutuellement, voilà, si on s'est mal parlé, etc. Et ça, je pense que ça nous aide aussi à vivre ensemble en famille plus paisiblement. Ouais, c'est sûr. Puis les enfants, c'est vrai qu'ils sont particulièrement réceptifs à ça. Ah oui, tout à fait. Nous, on n'arrive pas à le faire tous les jours. Je pense qu'on n'a pas encore mis assez d'énergie là-dedans, et c'est dommage. C'est vrai que surtout depuis que on a un deuxième enfant, on a vite été pris dans cette gestion des couchers, et voilà, ce qui fait qu'on prie pas tous les jours. Et pourtant, je vois ma grande, elle est toujours partante pour ça. À chaque fois qu'on lui propose une prière, elle est partante. En plus, maintenant, il y a quand même pas mal de façons ludiques de faire. Il y a des petits papiers qui elle nous donne les papiers, et puis nous on lit pour donner des intentions de prière. Enfin, il y a quand même pas mal de façons de faire, et c'est vrai que ça change la dynamique de famille. Ouais, je pense que ça apporte quelque chose, voilà, aux relations. Je suis d'accord, et en plus je pense que le fait de le faire en famille, ça favorise le fait que eux le fassent plus tard aussi. Ouais, ça fait pour leur famille. Des bonnes habitudes. Je voulais qu'on aborde ce point parce que je pense que si on efface en fait la dimension de la foi, il manque quand même une pièce du puzzle. Notamment dans nos cas, je pense que cette aspiration à la famille, elle est aussi guidée par la foi. Je pense que voilà, on peut tout à fait ne pas avoir la foi et être orienté vers la famille, mais c'est plus difficile d'être chrétien pratiquant et de pas du tout être orienté vers la famille. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là autour de nous, parce que moi, les familles chrétiennes m'ont énormément inspirée dans des choix de vie, dans des valeurs, dans le retour à la foi, bien sûr, mais en fait, c'est vraiment cette dimension familiale qui m'a inspirée aussi pour plein de choses. Donc, je pense que c'est important. Ouais, et je pense que en ayant grandi voilà, dans une famille chrétienne, catholique pratiquante, et c'est vrai qu'on a toujours été un peu habitué à être un peu à contre-courant de la société, à pas forcément avoir les mêmes habits que les autres, etc. Et c'est là où ça a pu m'aider dans mon choix de femme au foyer, c'est que en fait je sais qu'on n'est pas forcément bien vu en étant au foyer, je sais que on peut être critiqué, etc. Mais en fait finalement j'ai eu un peu cette habitude d'être voilà, de pas être comme les autres tout le temps, de faire mes propres choix, d'être libre de faire ce qui me semblait bon pour moi et pour ma famille, quoi. Ah bah tiens, tu me tends une perche. Est-ce que ton entourage était plutôt bienveillant par rapport à ça? Comment tu as vécu cette transition, peut-être par rapport à des collègues de travail ou des amis qui, eux, n'étaient pas forcément dans ce milieu catho? Alors, j'ai pas eu de mauvaises expériences. Déjà, au niveau des collègues, en fait, j'ai déménagé, donc j'ai pas eu trop de lien avec eux après le déménagement. Au niveau de l'entourage, les gens comprennent pas forcément, mais n'ont jamais été désagréables pour ça. Ça veut dire que c'est plutôt un ressenti. Tu sens parfois que ça fait de l'incompréhension. Exactement. Ça génère de l'incompréhension, mais... Et après, au niveau de l'entourage proche, enfin familial, voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir des exemples autour de moi. Aussi bien ma maman que mes sœurs, belles-sœurs. C'est vrai que à ce niveau-là, je suis bien entourée. Ouais. Ok. C'est une aide aussi. Oui. De pas se sentir seul complètement seul. Ouais. Pour finir, quel conseil tu donnerais à des mères ou à des parents qui se sentent dépassés par la gestion du foyer et des enfants? Et est-ce qu'il y a des astuces ou des systèmes d'organisation simples que tu recommanderais aux familles qui souhaitent mieux structurer leur quotidien? C'est-à-dire des gens qui n'ont
pas mis en place peut-être de routine qui font un petit peu au feeling, parce qu'au final on est quand même nombreux à faire au feeling. C'est vrai que souvent ça marche, notamment moi j'ai que 2 enfants, donc voilà, ça marche mieux je pense quand on a 2 que quand on a 5. Mais par contre il y a parfois c'est sûr que quand il y a quelque chose qui vient gripper ce que tu avais à peu près mis dans ta tête, ça devient compliqué. Ouais, après je pense que ça correspond aussi à notre caractère. Tu dis que t'es bordélique, mais je pense que du coup aussi tu fais preuve de plus d'adaptabilité que moi. Moi j'ai besoin que ce soit organisé, et donc du coup un petit quelque chose qui va venir déranger mon organisation va me déranger davantage que toi ça te dérangerait peut-être pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Non mais je pense t'es capable de plus que je pense de que plus de toute façon bazar que moi, plus de désorganisation que moi, parce que voilà, c'est dans ton caractère et que ouais. Mais je pense que de toute façon, on est obligé un petit peu de moduler nos caractères naturels. Peut-être toi d'aller vers plus de flexibilité, et moi d'aller vers plus d'organisation. Voilà, chacun doit travailler un petit peu voilà, en fonction de son caractère de base, mais si t'avais une famille qui était vraiment au point zéro de l'organisation, les premiers trucs que tu conseillerais, c'est de se faire aider. C'est vrai que moi j'ai pas beaucoup hésité, bon, c'est parce que j'étais très malade en début de grossesse, mais j'ai pas prendre une babysitter une heure le soir au moment des bains, et moi pendant ce temps-là je repeignais une chambre, je sais plus enfin voilà, ou juste je m'allongeais dans ma chambre pour me reposer juste 1 heure. En fait je pense que ça nous a bien aidé. Tu faisais comment? C'était des jeunes filles, des voisines, ouais. Une voisine que j'avais trouvée qui venait 1 heure, donc j'avais pas besoin de la raccompagner ni rien. Et ça j'ai fait ça pendant au moins 2 ans. Alors c'était pas systématiquement tous les soirs, hein, pas du tout, c'était par période. Voilà, quand il y avait un nourrisson à la maison, ou quand en début de grossesse. J'ai aussi eu des jeunes filles au père. Et puis j'ai aussi pas mal demandé aux voisins pour les conduites aussi, rien que parce qu'avant on habitait un peu plus loin on était plus éloigné de l'école, et du coup pour amener Louise le matin qui était en maternelle, et alors que j'en avais encore 2 à la maison, et ben c'est vrai que je demandais à une voisine de l'amener. Voilà, ne pas hésiter à demander de l'aide autour de soi. Je pense que ça peut que faire du bien à tout le monde. Ouais. Les personnes qui aident et à nous-mêmes pour nous soulager. Ça, c'est un super conseil, parce qu'en fait, on n'ose souvent pas déranger les gens. Oui. Mais en fait, déjà, parfois, on leur offre aussi l'opportunité de nous redemander quelque chose en retour et de moins se sentir gêné. Et on crée de la solidarité et des relations un peu plus profondes, par exemple, avec ses voisins, avec... voilà, ça va forcément nous amener aussi à... S'ouvrir davantage. Ouais, à s'ouvrir et à aborder aussi un peu des choses un peu plus profondes, un peu plus... Ouais, ça crée du lien, des liens un peu solides, voilà, et on garde encore des contacts avec cette amie qui sont plus nos voisins, mais voilà, c'est vrai que ça permet de créer du lien. Ok. Bon, bah super. Tu voulais rajouter quelque chose? Tu nous as tout dit. Bon, bah génial. Merci Cécile. Avec plaisir. Allez, à bientôt. Au revoir, Alicia. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram traditionnel-8 podcast, et je vous donne déjà rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt sur Traditionnel.